Le rendez-vous est respecté, vous êtes sur la télévision nationale congolaise, journal du matin, ravi de vous retrouver pour une nouvelle édition du journal en direct de la télévision nationale congolaise. Bon réveil et bienvenue à tous. Dans l'actualité de ce matin, direction la cité de l'Union africaine pour parler de cette rencontre porteur d'espoir, la République démocratique du Congo et les Émirats Arabes Unis, des discussions entre le chef de l'État congolais Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et une délégation des Émirats Arabes Unis conduite par le ministre des Affaires étrangères ont porté sur plusieurs axes majeurs, notamment une coopération gagnant-gagnant dans les secteurs miniers et la lutte contre le blanchiment d'argent et autres. D'autres détails dans ces reportages de nos confrères de la présidence de la République. Les Émirats Arabes Unis et la République démocratique du Congo entretiennent une étroite coopération que les deux États veulent étendre dans divers secteurs. Le sujet était au centre de l'audience que le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a accordé à son Altesse le Tchèque Chakbout Bin Nayan, ministre d'État aux Affaires étrangères des Émirats Arabes Unis. Pendant près d'une heure, le chef de l'État et son hôte de marque ont abordé plusieurs questions d'intérêt commun, y compris la coopération économique d'État à État dans le secteur des mines. Des officiels et autres experts des deux pays ont aussi été associés à ces échanges. Les deux délégations ont discuté entre autres de la coopération dans les échanges de renseignements financiers liés au blanchiment d'argent, aux infractions principales associées et au financement du terrorisme, ainsi que de la collaboration entre la Banque centrale de l'UAE et la Banque centrale du Congo, BCC. Elles ont également échangé sur la finalisation de l'accord de libre-échange avant la fin de l'année. Les Émiratis ont relevé que de 2023 à 2025, les échanges commerciaux entre la RDC et l'UAE ont augmenté de 27%. Ils projettent d'organiser un forum UAE-RDC afin de permettre à la RDC de se vendre et de présenter tout ce projet pour obtenir financement. Par ailleurs, les deux parties ont parlé de la ratification d'un accord de service aérien entre UAE et la RDC, du projet de construction dans le corridor de l'Obito par le groupe Abu Dhabi Port, de deux ports secs et deux routes, l'une allant de Kolwezi à Dilolo et l'autre de l'Angola en passant par la RDC jusqu'en Zambie. Les Émirats Arabes Unis annoncent qu'ils vont aussi investir dans les ports de Matadi et de Boma. Crash d'un avion à l'aéroport de Kolwezi, le ministre de Mines et une délégation du ministère des Mines survécu à un accident d'avion. L'incident se produit ce lundi impliquant un avion de type ERG 145. L'appareil effectuait les trajets Kinshasa-Lualaba au cours duquel l'incident s'est produit. Le ministre et sa délégation s'est rendu au Lualaba pour évaluer les dégâts après l'éboulement qui a occasionné plusieurs décès dans un site minier au Lualaba. Revenons en image dans ce reportage. Vite, vite! Seigneur! Ces jets affrétés qui transportaient le ministre des Mines, Louis Watum Kabamba, et d'autres membres de la délégation a raté son atterrissage à l'aéroport de Kolwezi. Les réacteurs ont pris feu, aucune perte en vies humaines n'a été signalée, mais l'appareil est fortement calciné. Et pourtant, une brigade anti-incendie est basée à l'aéroport et censée intervenir à temps. Je peux vous dire toute la tristesse. À chaque fois qu'il y a un accident, on est très mal. Et dans le cas d'espèce, il y avait une autorité à bord, comme le ministre. Il y avait 23 passagers et 6 membres d'équipage. C'est un avion jet air angolais affrété par le ministère de Mines qui venait de Lubumbashi. Alors, il y a eu sortie des pistes et l'avion a pris feu. À voir l'impact de l'avion au sol, une panne technique serait à la base de cet accident. Les informations qu'on a à l'heure actuelle, c'est que c'est une défaillance technique de l'avion. Parce que les passagers qui sont sortis, tous ont dit qu'ils sentaient une odeur bizarre dans l'avion. Et peut-être qu'un réacteur tombait en panne. Mais c'est une bonne chose finalement qu'il soit sorti des pistes, parce que si ça s'était passé sur la piste, ça aurait été plus dramatique. Le ministre des Mines, Louis Watum Kabamba, et sa suite effectuaient une mission à Kolwezi pour s'imprégner de l'accident qui a causé la mort de plusieurs creuseurs miniers artisanaux dans la carrière des Moulondo.
Toujours au Lualaba pour parler de cet incident qui a frappé cette province comme un véritable choc durant cette période de pluie. Les crézers artisanaux sont appelés à la nécessité d'une exploitation responsable durant cette période de pluie. La gouverneure a dépêché une délégation porteur d'un message de réconfort sur les lieux pour évaluer les dégâts. Les détails dans ce reportage. L'incident survenu samedi 15 novembre dans la carrière de Moulondo, située à une cinquantaine de kilomètres de Kolwezi, a frappé le Lualaba comme un véritable choc. Cette tragédie a coûté la vie à plusieurs crézeurs qui exerçaient leurs activités. Profondément touchée par ces drames, la gouverneure des provinces, Marie-Thérèse Masuka Saini, a dépêché dès les premières heures de ce dimanche une délégation mixte composée du ministre provincial des Mines et de celui des Affaires sociales et humanitaires. À leur arrivée sur le site, Nikodem Tandawamana et Dr Kainda Kassela Pichou, porteurs d'un message de réconfort de l'autorité provinciale, ont été accueillis par des crézeurs visiblement éprouvés par la douleur et la peur. Les émissaires de la gouverneure ont d'abord présenté au nom de toute la province leurs condoléances les plus attristées aux familles des victimes. Ils ont ensuite sensibilisé les exploitants artisanaux sur la nécessité d'une exploitation minière responsable, particulièrement en cette période pluvieuse où les risques d'éboulement sont élevés. Ils ont également rassuré que tous les corps des victimes seront identifiés afin de leur assurer une inhumation digne et honorable, respectueuse de la douleur des familles. Ni période ya mvua. Shibote tuko hapa, tuko wazazi. Kila mtu anaacha familia yake juu hapo atumike. Kama kuko mvula tushingie mkazi. Mite milomba kama tunatoka hapa shibote twende kukawama. Tuangalie vile tutajika banduku yetu. De retour à Kinshasa, faisons à présent un clin d'œil à la séance plénière de ce lundi à la Chambre basse du Parlement consacrée à la prorogation de l'état de siège et à l'examen de la réduction de comptes présentée par le ministre des Finances Doudou Famba. Les élus nationaux en séance tenante adopté à l'unanimité les projets de loi portant prorogation de l'état de siège dans deux provinces, le Nord Kivu et l'Ituri. Animbalaka pour d'autres détails. L'Assemblée nationale a tenu mardi une plénière très attendue. La première dirigée par son nouveau président, l'honorable Aimé Boji Sangara. Deux dossiers majeurs figuraient à l'ordre du jour. En ouverture, les députés nationaux ont examiné la demande du gouvernement relative à la prorogation de l'état de siège dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri à l'est du pays. Après un débat nourri, les élus du peuple ont voté à l'unanimité la reconduction de cette mesure exceptionnelle visant à renforcer les opérations sécuritaires dans ces zones encore confrontées à une situation d'insécurité persistante. Les seconds points porté sur la reddition des comptes. À cet effet, le ministre des Finances Doudou Famba a présenté les rapports détaillant la situation financière de l'État, trésorerie disponible, dépenses exécutées ainsi que l'affectation des fonds engagés. Il a également exposé les efforts entrepris pour améliorer la transparence et renforcer les mécanismes de contrôle des finances publiques. Avant les votes, le rapporteur, l'honorable Jacques Joly, a rappelé les dispositions pertinentes du règlement intérieur encadrant la procédure d'examen de la reddition des comptes. À l'issue du scrutin, 185 députés ont voté pour, 45 contre et 10 se sont abstenus. Le texte a été renvoyé à la commission compétente avec un délai de 5 jours pour approfondir l'analyse. Les travaux débutent dès ce mercredi à l'hôtel Béatrice. Cette première plénière présidée par l'honorable Aimé Boji Sangara s'est ainsi tenue sous les sceaux de la nationale et de l'exigence de transparence dans la gestion des finances publiques, témoignant du sérieux et de la solennité qui marqueront son mandat. De l'Assemblée nationale au Sénat, l'on ne peut qu'emprunter l'ascenseur pour assister à la 47e conférence des présidents de l'Union parlementaire africaine qui va ouvrir ses portes déjà à Kinshasa aujourd'hui. C'est 18 novembre 2025. Le secrétaire général de cette organisation séjourne déjà dans la capitale congolaise pour prendre part à ces travaux jusqu'au 22 novembre 2025. Jeanne Kalinga et Gilles Mpiana dans ces reportages. La 47e conférence des présidents de l'Union parlementaire africaine s'ouvre à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, ce mardi 18 novembre 2025. Le secrétaire général
de cette organisation parlementaire africaine est arrivé dans la soirée du dimanche 16 novembre à Kinshasa, siège des institutions de la République démocratique du Congo. À son arrivée à l'aéroport international d'Ndjili, le secrétaire général de l'UPA, Idigado Aboubakar, a souligné l'importance de cette conférence. Nous sommes très heureux d'être à Kinshasa à l'occasion donc de ces assises de l'UPA. Nous avons la 84e session du comité exécutif et la 47e conférence des présidents. Donc c'est des événements importants, c'est vraiment disons, des activités clés de l'UPA au cours d'une année. Donc et nous sommes très heureux d'être ici. Et comme vous l'avez dit tout à l'heure, on était là pour faire ces événements aujourd'hui. Ça se tient et nous sommes très contents. Bon, quels sont les enjeux? Bon, il y aura beaucoup d'enjeux, des enjeux importants. D'abord, c'est la plupart des parlements africains qui se retrouvent ici à Kinshasa. Donc, vraiment, c'est un honneur pour ce pays. Et puis, c'est un honneur pour sa démocratie, c'est un honneur pour son peuple et pour ses autorités. Vous savez qu'il y aura un nouveau président qui sera élu. Et donc, c'est très important pour la République démocratique du Congo. Cette rencontre vise à rassembler les dirigeants parlementaires africains afin de discuter des défis contemporains et de promouvoir des solutions conjointes pour un avenir durable du continent. Gouvernance sécuritaire de proximité, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité, Jacquemain Chabani, a lancé à Bouta, dans la province du Haut-Ouélé, la campagne de vulgarisation des textes légaux relatifs à la création, organisation et au fonctionnement des comités locaux provinciaux et locaux de sécurité. Les acteurs territoriaux formés vont procéder à la restitution de ces connaissances au sein de leurs entités respectives. D'autres détails dans ce reportage. C'est à 14h10 local que l'avion à bord duquel le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Jacquemain Chabani Luko, a atterri à l'aéroport national d'Ega de Bouta. Au bas de la passerelle, il a été salué par le gouverneur du Bazouélé, Mokeni Amis Mike David et le comité provincial de sécurité, suivi des honneurs de la police nationale congolaise, avant de saluer la notabilité de la province, les chefs coutumiers, les partis politiques membres de l'Union sacrée et autres forces vives du Bazouélé rangées pour l'accueillir. De l'aéroport, le cortège s'est dirigé au rond-point cinquantenaire dans le centre-ville, site aménagé pour le meeting. Le gouverneur de province, Mike Mokeni, l'homme heureux du jour, souhaite le bienvenu au VPM. Le patron de la territoriale et de la sécurité a axé son discours sur 3 points. Jacquemain Chabani a parlé de la nouvelle gouvernance sécuritaire, l'évolution des travaux du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo dans le Bazouélé et la gestion de la population de Transmas. Il s'agit des questions sécuritaires, d'autant plus que le Bazouélé partage ses frontières avec 2 pays. Pour ce territoriaux ont été formés, mais ils sont appelés à travailler en synergie avec la population. Non seulement bisoba territoriaux, na population tozala ekenge lisusu koleka. Nialoké, l'équipe de l'administration du ministère de l'Intérieur et a accompagné le VPM, aura des travaux avec les animateurs de ces secrétariats généraux. Dans le cadre de sa tournée provinciale, le patron de la territoriale séjourne depuis le dimanche dernier à Bouta. Sur place, Jacquemain Chabani va donner l'ingo de la campagne de vulgarisation des textes qui régissent les comités provinciaux et locaux de sécurité. D'autres détails dans ce reportage. Un événement majeur à Bouta, chef-lieu de la province du Bazouélé. Lancement officiel de la vulgarisation des textes légaux sur la gouvernance sécuritaire des proximités. Sous la présidence du vice-premier ministre et ministre Jacquemain Chabani, en charge de l'intérieur, de la sécurité, décentralisation et des affaires coutumières, la cérémonie a réuni autorités civiles et militaires. 380 acteurs territoriaux formés pour relayer ces réformes dans leur entité deviennent les relais essentiels de cette initiative. Pour Alphonse Ntambwe, directeur des cabinets adjoints du vice-premier ministre, cette appropriation constitue
une réponse concrète aux défis sécuritaires persistants. Le gouverneur du Bazouélé, Mike David Mokeni, a salué la détermination du vice-premier ministre à renforcer l'efficacité des comités de sécurité appelés à fonctionner dans toutes les provinces. Jacques Chabani Louko a rappelé l'obligation légale de tenir régulièrement les réunions des comités provinciaux et locaux, insistant sur le respect strict des délais. La tenue des réunions de sécurité en format restreint, chaque semaine, je dis bien chaque semaine, avec la participation de tous les responsables des services et l'organisation chaque mois des réunions de comités de sécurité élargies, au moins une fois chaque mois, auxquelles devront désormais participer les acteurs non étatiques, c'est-à-dire les forces vives de la société civile, constitue une obligation légale et réglementaire à respecter sans faille. La cérémonie s'est clôturée par une remise symbolique des certificats à quelques participants, marquant l'engagement des acteurs formés. À ce jour, 3307 acteurs territoriaux ont déjà été formés. Le Bazouélé devient la 9e province à bénéficier du programme. Prochaine étape, les Haut-Ouélé. Sous état de siège, désormais, l'axe routier Mambasa-Ndié-Dingbo, longtemps abandonné depuis l'époque coloniale, présente un nouveau visage. En effet, la société SMEC a lancé les travaux de la maintenance couplée à la réhabilitation et à la construction des dallos sur ces tronçons de 132 km financés par l'administration militaire de l'Ituri via les FONER. Reportage. C'est au nom du gouverneur militaire, lieutenant-général Luboya Kashamadjoni, le capitaine Yanoula Alimas Noura, conseiller à charge des infrastructures, a lancé les travaux de réhabilitation du tronçon Mambasa-Ndouye-Ndimbo sur la route nationale numéro 44. Financés par l'Effort national d'entretien routier, ces travaux seront exécutés par la société minière de l'Est du Congo de l'honorable dignitaire Saïd Chichombo Mali. Ce notable de Mambasa a salué le leadership transformationnel du gouverneur militaire de l'Ituri qui a porté son choix sur l'entreprise SMEC. Nos gratitudes s'adressent au chef de l'État, son Excellence M. Félix Tshisekedi Tshilombo, président de la République, pour sa vision sur l'aménagement de notre pays. Nos sincères remerciements s'adressent de manière particulière au gouverneur militaire de la province de l'Ituri, son Excellence le lieutenant-général Luboya Kashamadjoni, qui ne cesse d'aménager aucun effort pour matérialiser la vision du chef de l'État, celle d'un Congo émergent. Ces travaux, dont l'objectif est de favoriser les échanges commerciaux dans la région, consistent également à la maintenance du tronçon Mambasa-Ndouye ainsi que la réhabilitation et la construction des dallos de l'axe Ndouye-Ndimbo, a précisé le directeur technique de la dite entreprise. Pour l'administrateur policier du territoire de Mambasa, c'est grâce à l'avènement de l'état de siège que ces tronçons longtemps oubliés seront enfin praticables. Nous louons encore les efforts inlassables de son Excellence, Monsieur le gouverneur de province, qui ne ménage aucun effort pour apporter le développement. Signalons que ces travaux s'inscrivent dans la vision du chef de l'État, seront réalisés dans les délais de Tracy et 12 mois selon les segments. Ils permettront notamment de réduire sur les plans sécuritaires les délais d'intervention des forces de l'ordre, comme les rappelle le lieutenant-général Luboya, la sécurité et le développement riment ensemble. Et toujours dans cette province, zone en état de siège, le football comme vecteur de l'unité. Les Ituriens manifestent leur volonté de vivre ensemble au sein d'un espace unifié et harmonisé. C'est d'ailleurs le motif de cette rencontre de football organisée par l'élu provincial Pierre Wonga, dans l'idée de renforcer la fraternité entre cette communauté. Junior Séléman pour les reportages. Le stade de Ucheng d'Entrele dans le territoire de Mahagi a accueilli un match amical opposant la jeunesse électronique Gambela de Bounia au football club Mabanga, club local. Placé sous le signe de l'encadrement de la jeunesse, cette rencontre visait à réunir toutes les communautés ituriennes autour d'un idéal commun, la paix. À travers le sport,
Le député provincial Pierre Wonga, également président sportif du football Club de Mabanga, a souligné l'importance de cette type d'initiative pour renforcer la cohésion sociale. Ce match est un symbole fort. Il montre que le ballon rond peut être un vecteur d'unité et de paix entre les communautés. Justement, ce match s'inscrit sur le cadre de la sensibilisation. D'abord, je le félicite. Mes joueurs, nous sommes en train de présenter notre province de l'Ituri, précisément notre département, pour montrer qu'ils sont capables pour accomplir le niveau national ou bien le niveau international. Et nous sommes satisfaits pour défendre notre territoire. S'inscrit sur la préparation de la Ligue 2. À bientôt, le calendrier sera sorti. Au terme du temps réglementaire, les deux équipes se sont quittées sur un score de parité, un but partout. La jeunesse électronique Gambela poursuit sa phase de préparation en vue de sa participation à la Ligue 2. Deux équipes ici de la Grande Orientale, dont le football club Mabanga, sont attendues dans cette compétition nationale. D'une province à une autre, rendons-nous dans le Haut-Ouélé pour parler de cet atelier lancé par le gouverneur de travaux qui ont mis autour d'une table les acteurs étatiques et non étatiques pour réfléchir sur les voies et moyens pouvant aider le développement de cette province. Reportage. Le gouverneur de la province du Haut-Ouélé, honorable Jean Bakomi Togambou, a présidé ce dimanche 16 novembre 2025 la cérémonie de lancement officiel de l'atelier de formation de comités provinciaux et locaux de sécurité à la salle de réunion de la résidence officielle des gouverneurs. Outre les mots de bienvenue du maire de la ville, Guillaume Lola Malawa, le gouverneur du Haut-Ouélé a indiqué que ce séminaire atelier est un bon moment de partage d'informations et d'expériences sur la gouvernance et marque un tournant majeur dans le processus de l'amélioration de la gouvernance de son entité. Les séminaires ateliers de partage d'informations et d'expériences sur la gouvernance sécuritaire et dont j'ai l'honneur de lancer ce jour marquent un tournant majeur et un des géants dans le processus de l'amélioration de la gouvernance sécuritaire dans la gestion de la territoriale de notre pays en général et de la province du Haut-Ouélé en particulier. Qu'il me soit donc permis de rendre de vibrants hommages à son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, qui se trouve engagé sur tous les fronts pour défendre la souveraineté de notre pays, rétablir l'intégrité de notre territoire et assurer la sécurité des Congolaises et des Congolais. Au nom de toutes les têtes couronnées, le chef Freddy Antinengwe Madama de la chefferie Mangbetu en territoire de Nyangara félicite l'initiative. Nous disons d'abord au gouverneur de province merci pour ce qu'il est en train de faire chaque fois, nous réunir tous les chefs coutumiers de la province. Mon remerciement aussi au vice-premier ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières. Notons afin qu'après le lancement, s'en est suivi la répartition des différentes équipes pour les travaux proprement dites. Et parlant de cette campagne de l'éveil patriotique dans la province du Nord Kivu, les agents et cadres du gouvernorat de cette province ont été conscientisés sur l'amour des patries et au cours de cette matinée présidée par le vice-gouverneur et par la même occasion, le commissaire divisionnaire Louis Ségon a présenté la mutuelle de santé Moussanovi qui allège le défi sanitaire du personnel étatique. D'autres détails dans ce reportage. 8h30, heure locale. Décor planté. Militaires, policiers et civils rangés sous les drapeaux flottants de la République démocratique du Congo. C'est l'heure de la causerie morale présidée par le vice-gouverneur policier, le commissaire divisionnaire Louis Ségon Karawa, qui reçoit les honneurs militaires avant l'hymne national. Devant l'assistance, il félicite l'esprit de la patrie qui a caractérisé ceux qui se sont désolidarisés de l'ennemi, comprenez par là AFC/M23/RDF pendant la guerre et après la chute de la ville de Goma. Il salue par ailleurs ceux qui continuent de se battre pour le retour de la paix et la réunification du pays. L'esprit de la patrie veut réellement dire que nous défendons notre patrie, nous ne nous compromettons pas. Que ce soit moi, que ce soit les gouverneurs, que ce soit tous les officiers qui sont ici.
Le commissaire divisionnaire Louis-Ségon Karawa parle du respect du temps au travail, de la qualité du travail, de la collaboration dans le sens vertical et horizontal, car motive l'autorité, la cote de la province dépend de la contribution de tout un chacun. Il invite ainsi les agents et cadres civils, militaires et policiers à éviter des spéculations. Maître David Kamoua, qui a souhaité une très bonne semaine à tous les cadres et agents avant de saluer lui aussi la victoire des Léopards sur les Nigérias. Félicité pour la victoire des Léopards. Je sais que beaucoup de gens n'ont pas dormi. C'était chaud et en tout cas vous pouvez encore vous applaudir davantage au nom du parti des temps. La Caisse nationale de sécurité, direction provinciale du Maniema, a organisé le vendredi dernier une importante matinée de vulgarisation de la loi numéro 16/009 du 15 juillet 2016 fixant les règles relatives au régime général de sécurité sociale. D'autres détails dans ce reportage. Cette matinée de sensibilisation s'inscrit dans les efforts de la CNSS pour assurer une couverture sociale optimale et le respect des droits des travailleurs conformément à la législation en vigueur. À en croire le directeur provincial de la CNSS Maniema, Zaïda Chirimwami, l'objectif était de demander aux assujettis de s'approprier la loi numéro 16/009 du 15 juillet 2016 fixant les règles relatives à la sécurité sociale. Aujourd'hui, il s'agissait donc d'une sensibilisation technique et méthode habituelle de la CNSS pour porter à la connaissance de la population et des employeurs qui utilisent les travailleurs l'évolution des textes qui nous régissent. La CNSS travaille sur base des textes et donc ça évolue en permanence et il est de notre devoir de porter à la connaissance de nos partenaires de l'évolution de la chose. C'est ainsi qu'aujourd'hui la matinée portait sur la vulgarisation de la loi 16/009, cette loi-là qui a remplacé le décret-loi quand nous appelait INSS. Effectivement, au Maniema, nous sommes à moins de 40% justement de la connaissance de cette loi et surtout du contenu. Et tout simplement parce que Maniema, nous on travaille sur l'instruction de la direction générale, actuellement dirigé par Charles Moudiaï. Il a décidé que cette fois-là, ce qui s'est fait ailleurs se passe ici. Notez que cette matinée de vulgarisation a été précédée la veille par une importante caravane motorisée qui a sillonné les grands acteurs de la ville de Kindu. Le PAM vient d'organiser un atelier de consultation provinciale des autorités administratives. L'objectif est de doter cette province d'un plan stratégique pays pour la période allant de 2027 à 2031. C'est le résultat de ces travaux. Chemin Dondo. La salle des réunions de l'hôtel Épervier de Guémena a servi de cadre ce vendredi 14 novembre 2025 à un atelier de consultation provinciale des autorités administratives, des représentants de la société civile ainsi que des experts de la division provinciale du plan pour l'élaboration du plan stratégique pays du programme alimentaire mondial PAM en RDC allant de 2027 à 2031 et aussi pour évoquer les priorités en vue de développer la province du Sud-Ubangi grâce à l'appui technique et financier du PAM. Cet atelier, disais-je, était présidé au nom du gouverneur des provinces par le ministre provincial ayant le plan dans ses attributions, M. Moïse Boubé, qu'entourait les chefs des bureaux du PAM dans l'Ubangi, M. Eric Mpita Bakana et les chefs des divisions provinciales du plan en présence de quelques ministres provinciaux. Prenant la parole en premier, le chef du bureau du PAM a défini l'objectif de ces assises, la mission du PAM dans les cadres du partenariat et d'appui au gouvernement de la République dans les domaines des luttes contre l'insécurité alimentaire et a sollicité les concours de tous pour la réussite de ces programmes ambitieux en vue d'atteindre les objectifs du millénaire pour le développement ODD en sigle. Il s'en est suivi l'étape des exposés animés tour à tour par M. Blanchard Asengo et Mme Honorine Nyolo, tous du PAM, ainsi que par le chef des divisions provinciales du plan qui a réparti les travaux en commission pour dégager les priorités et élaborer un plan stratégique de développement pour la province du Sud-Ubangi.
Clôture de la première édition des Digital Horizon tenue à Kinshasa du 11 au 13 novembre 2025, consacrée à la transformation numérique du système de santé en République démocratique du Congo. L'Institut national de santé publique y a participé pour mettre en lumière sa contribution stratégique dans la digitalisation du secteur de la santé. Redépendant. L'Institut national de santé publique, INSP, a marqué de manière significative sa participation à la première édition du Digital Horizon tenue à Kinshasa du 11 au 13 novembre 2025. Cette rencontre dédiée à la transformation numérique a rassemblé les institutions, experts et acteurs technologiques autour d'une ambition commune, bâtir un avenir plus sûr et moderne pour la RDC. Présent à la cérémonie de clôture, le directeur général de l'INSP a salué cette initiative, soulignant qu'elle a permis de mettre en lumière la contribution stratégique de son établissement pour la digitalisation du secteur de la santé et surtout par la visite du patron de la santé, le docteur Roger Kamba, au stand d'exposition. L'INSP a démontré son rôle central dans la surveillance épidémiologique, la recherche biomédicale et l'intégration des solutions numériques au service de la santé publique. L'Institut national de santé publique, c'est un établissement public et nous avons comme mandat, c'est vraiment faire de la prévention, la promotion, la préparation et la réponse aux épidémies et aux toutes les urgences sanitaires en République démocratique du Congo. Toutes ces épidémies sont gérées par l'Institut national de santé publique. Et nous sommes un établissement sous la tutelle du ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention sociale. Le directeur général de l'INSP, Dieudonné Mwamba Kazadi, a également insisté sur l'importance du Digital Horizon dans le renforcement des partenariats techniques et institutionnels essentiels pour bâtir un système de santé plus sécurisé, moderne et inclusif. Belle innovation avec Digital Horizon pour cette plateforme qui ouvre la voie à une transformation numérique réellement porteuse d'avenir pour la RDC. Réalisé par Jonathan Moubalama et Mamita Bangoulou, coordonné par Jacques Aboba Moukoumina. C'est Douga, ce journal qui a reçu la contribution de Didier Diwa et Alain Ngala a pris fin à 13h. Marie Calon pour la suite avec l'actualité. Dans l'entretemps, portez-vous bien et bonne suite des programmes sur nos antennes. Au revoir.